Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue à ce 22h, la grande édition de la soirée. Tout de suite, le sommaire. À la veille de la célébration de la fête nationale de l'indépendance, des chefs d'État et de gouvernement Rally Conakry, en toile de fond, assisté aux festivités des 60 ans de la Guinée, les échos de l'arrivée de certains chefs d'État et de gouvernement dans ce journal. Au sommaire également, à la rencontre des étudiants guinéens vivant en Russie. Ils étudient dans des conditions difficiles et se sentent oubliés par l'État guinéen. À suivre leur cri de cœur dans le reportage de Mohamed Valek Touré qui rentre de la Russie. Enfin, au Mali, nous vous ferons découvrir un citoyen qui a fait une marche solitaire pour l'arrêt de la grève des magistrats, une grève qui perturbe le fonctionnement de la justice malienne. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. À la veille de la célébration de la fête nationale de l'indépendance guinéenne, ce sont plusieurs chefs d'État et de gouvernement qui rallient Conakry. Ils viennent assister à la commémoration du 2 octobre, date d'anniversaire de l'accession de la Guinée à l'indépendance. Cette année, les festivités seront célébrées au stade du 28 septembre. Reportage Makiso, Ibrahima Souri 5 Souma. Du 10 octobre 1958 à nos jours, cela fait 60 ans que la Guinée vole de ses propres ailes avant tous les autres pays d'Afrique qui étaient sous la domination de la France métropolitaine. À cette date anniversaire, le Mali, le Tchad ou encore la Tunisie sont entre autres les pays dont les délégations ont foulé le sol guinéen ce lundi. Dans le salon d'honneur, ils sont reçus par Alpha Condé, le président de la République, après tous les honneurs militaires réservés aux hôtes à cette occasion. Cette date anniversaire du 2 octobre est célébrée sous le signe de la préservation de la mémoire guinéenne face à son histoire. 3 dates significatives qui se succèdent à la même année de 1958. Le 25 août, une proposition est faite à la Guinée d'appartenir ou non à la communauté française. Le 28 septembre 1958, les Guinéens votent par voie référendaire au non et le 2 octobre de la même année, sous la direction d'Ahmed Sékou Touré et ses compagnons, l'indépendance de la Guinée est proclamée. Ainsi, les régimes se succèdent et la Guinée connaît son évolution face à son histoire. Les jeunes participent activement aux préparatifs des festivités du 2 octobre. Ils étaient nombreux ce samedi au Palais du Peuple pour le rendre propre, une première étape de leurs activités. Mamadou Kalisso commente les images d'Arseni Kamara. Ce samedi matin, des groupements de jeunes se sont rendus au Palais du Peuple. Toute la matinée, ils se sont battus pour assainir ces monuments historiques. Et l'assainissement s'est déroulé sur plusieurs volets. Nous avons eu d'abord à faire l'assainissement. En plus de l'assainissement, nous avons eu à habiller les 80 mâts qui sont dans la cour du Palais du Peuple. Après, nous avons entonné ensemble, dans une communion et dans une synergie d'action, l'hymne national pour donner le ton de la célébration des 60 ans d'indépendance de notre souveraineté. Dans cette action citoyenne, la couche féminine était bien représentée. Ces jeunes veulent emboîter le pas aux dames qui se sont battues pour la libération de notre pays. Elles invitent les autres filles à une prise de conscience. Les femmes, elles sont leaders autant que les hommes dans la voix du peuple. Et j'en suis un exemple. Je suis membre fondatrice de la voix du peuple. Depuis le début, nous sommes là comme les hommes. Et ce n'est pas pour dire que les femmes ne sont pas représentées, mais les femmes sont bien là. L'assainissement du palais n'est qu'une étape. Ce lundi et le mardi 2 octobre, d'autres actions participatives sont prévues pour célébrer l'an 60 dans la beauté. Nous avons exprimé cette fierté guinéenne et ce qui nous reste aujourd'hui dans le projet, c'est une conférence d'une causerie éducative demain à partir de 14h à l'université Gamal et le 2 octobre, une forte mobilisation pour notre carnaval géant qui prendra départ à partir de 8h au rond-point Amdalaï.
En prélude donc des 60 ans de l'indépendance de la Guinée, le ministre des Investissements a effectué une visite à Bofa. Gabriel Curtis s'est imprégné de l'état d'avancement des préparatifs. Il a profité de cette visite pour lancer une campagne de reboisement dans toute la ville. Abdraman Ba, Alcine Kamara. À la veille de la date du 2 octobre, voici Gabriel Curtis en visite dans la préfecture de Bofa. Ici, le ministre des Investissements privés s'imprègne de l'état d'avancement des préparatifs du 60e anniversaire de l'indépendance de la Guinée. Le constat, c'est que les autorités sont mobilisées, les populations sont informées. On a pu échanger dessus sur le programme qui est établi depuis déjà plusieurs semaines. Et je remercie d'ailleurs les autorités, particulièrement la préfecture, madame le préfet et tous les élus locaux. La place des Martyrs, le terrain de basket, le port de pêche sont entre autres les points ciblés pour la fête. Une raison qui explique ces travaux de rénovation sur ces places publiques. Nous passons la peinture et nous décorons avec les drapeaux. C'est juste ça qui reste. Et ça peut se faire jusqu'à demain vers 15 h, tout sera terminé. Et nous avons demandé à tous nos ressortissants de venir fêter avec nous ici dans leur préfecture natale. Au cours de cette visite, le ministre a rencontré les notables des lieux, donné les dernières directives pour boucler les préparatifs. Le tout clôturé par une série de reboisements. Il y a plusieurs arbres, c'est-à-dire il y aura les artères principales qui vont être boisées, mais il y a également un projet de créer une petite forêt dans les alentours de Bofa pour qu'il y ait une espèce de forêt communautaire. À partir du 1er octobre, diverses activités vont se dérouler dans la ville de Bofa durant cette célébration des 60 ans d'indépendance de la République de Guinée. Et puis, pour être tout à fait complet, dans le cadre des festivités du 60e, Adafo Média offre un spectacle au stade Cabinet Kouyaté de Matoto. Plusieurs artistes sont attendus et les festivités vont être sous les couleurs nationales. Suivez ce reportage. 2 semaines de préparation pour ces artistes pour offrir un spectacle à la hauteur de la fête nationale. Adafo décide donc d'imprimer et de faire la fête avec ses musiciens, autrefois adulés par le public guinéen. Cela montre encore une fois que le 2 octobre est l'affaire de tous en Guinée. Les artistes se sont vraiment livrés à l'orchestre pour faire une très bonne prestation. Ce que je sais avec ce que nous avons préparé, nous sommes vraiment outillés maintenant pour présenter quelque chose, un spectacle géant le 2 octobre. Guéli Sayon, Cheikh Penor, Amadou Foula et autres sont déterminés à marquer tout le monde le jour où la Guinée a accédé à son indépendance. Une occasion pour ces artistes de raffermir les liens des uns et des autres après 60 ans de partage d'une histoire commune. Tous les Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur, donc nous sommes prêts à donner à Adafo Média demain le maire de nous-mêmes au stade Cabinet Kouyaté. Ça va, nous sommes prêts. En tout cas, moi, je suis complètement bourré pour la fête. Au stade municipal de Cabinet Kouyaté, précisément à Matoto, tout cet arsenal artistique s'y transportera. En plus, de nombreuses surprises sont prévues par le groupe Adafo qui compte perpétuer ce moment festif le jour J. Parlons à présent économie dans ce journal. Les clés pour le développement de la Guinée, intitulé d'un livre paru ce samedi. L'auteur Mamadi Camara, ministre de l'économie et des finances, propose une nouvelle stratégie de développement. Ces solutions reposent, dit-il, sur 4 piliers principaux, parmi lesquels l'agriculture et la pêche. Explication, Mohamed Damarou Camara. Les clés pour le développement de la Guinée exposent d'abord les erreurs de stratégie qui ne permettaient pas jusqu'ici à la Guinée de connaître un véritable décollage économique. Mamadi Camara, l'auteur, pense que la croissance économique d'un pays comme la Guinée ne peut être portée que par un seul secteur. J'ai pensé qu'il faut inverser cette tendance par la diversification de l'économie. C'est pour cette raison que j'ai élaboré une stratégie de transformation de la Guinée reposant sur 4 piliers. Le premier pilier,
c'est l'amélioration de la production agricole. Ensuite, le pilier 2, ça c'est l'hydroélectricité. Après, il y a un pilier 3 qui concerne le secteur minier. Et enfin, il y a un pilier 4 qui a trait à l'amélioration de la gouvernance de l'état de droit et le renforcement des capacités. L'œuvre se présente comme une contribution à la réflexion et par-dessus tout une réponse au scepticisme, car à la suite des exemples de bonnes pratiques, l'actuel ministre des Finances consacre la dernière partie du livre au rêve qu'il porte pour le pays, le rêve d'une Guinée prospère. Le dernier chapitre, je l'ai intitulé « La Guinée dans 30 ans ». Il reflète le réveil éveillé que j'ai fait et duquel est sortie une Guinée prospère. Une Guinée dans laquelle il existe toujours toutes les commodités de la vie moderne, celles que l'on rencontre dans les pays riches. Le livre Les clés pour le développement de la Guinée, édité également en anglais, devra permettre aux dirigeants d'Afrique en général et de la Guinée en particulier de connaître les leviers à actionner, ajouter à ceci la bonne gouvernance pour faire avancer leur pays. Direction la Russie à la rencontre des étudiants guinéens sur place. Ils sont nombreux à poursuivre leurs études, notamment à l'université Mopu, située en plein cœur de la capitale Moscou. Pour leur formation universitaire, ces étudiants rencontrent des difficultés en termes de subventions et beaucoup estiment qu'ils sont oubliés par l'État guinéen. Mohamed Valek Touré rentre de la Russie. Voici son reportage. Nous sommes à l'université Mopi de Moscou, un institut d'innovation professionnelle qui accueille de nombreux étudiants depuis sa construction en 2012. Ici, les langues enseignées sont le russe et l'anglais. Des étudiants rencontrés nous ont fait savoir qu'aucune aide ne leur parvienne de Conakry. On connaissait déjà, au début c'était pas facile. Si tu viens dans un pays dont je connais personne, bon, tu dois apprendre encore une nouvelle souche qui n'est pas ta langue comme la langue russe. Le début c'était pas du tout facile, mais actuellement on s'adapte. Comme il y a un coût financier qui accompagne, il faudrait être en harmonie avec la famille, voir s'il s'agit de faire les deux masters à la fois ou s'il s'agit de faire un premier master, aller au pays exercer ça d'abord. En matière de cours, je dis qu'au départ, avec l'alphabet russe qui est très différent de l'alphabet française, on avait assez de problèmes. Bon, maintenant, au bout d'un mois, 2 mois, on a réussi à s'adapter. L'Institut Mopi de Moscou est un centre d'enseignement qui dispense plusieurs filières, notamment l'économie, la sociologie, la gestion financière, électro-énergétique et environnement. Ils sont congolais, guinéens, nigérians et camerounais à bénéficier de ces formations avec un programme d'apprentissage de 1712 heures par an. Ce jeune Silla est le tuteur de nombreux étudiants guinéens au sein de cette université. Il vit ici pendant plus de 17 ans. Aujourd'hui, il est homologué au sein de l'Institut. Là, bon, je suis avec ma famille. Je compte bien me retourner, mais bon, vous connaissez avec les situations du pays, bon, j'ai essayé de rester ici, pourquoi pas rester, aider les autres aussi à avoir des bonnes formations. Là, au service avec mon recteur, vous savez, toute chose au départ, c'est pas facile. Mais elle et moi, avec sa connaissance, il me donne toujours la main, il m'a tendu la main. Aujourd'hui, plus de 3000 étudiants sont enregistrés au campus, dont 83 Guinéens. Enfants déshérités hier, apprentis de métier aujourd'hui, peut-être des hommes responsables épanouis de demain, ils sont 48 jeunes garçons abandonnés il y a quelques années, mais qui tentent de redevenir des citoyens normaux. Ibrahima Seikou Diallo, connu sous le sobriquet de CIA, use de ses relations pour redonner un espoir à ses enfants dont l'avenir était complètement compromis. Mamadou Sadio Badé, Arseni Kamara. Désormais, ces jeunes garçons ne jurent que par le nom de leur maître. Il y a quelques années, ils étaient abandonnés et passaient le clair de leur temps dans les gares routières et d'autres lieux peu recommandés. Une enfance difficile qu'ils entendent bien dépasser avec le temps.
Notre travail se résumait à aller jeter des ordures ou de l'eau sale. En retour, on nous donne 500 ou 1000 francs, ou bien nous mangeons le reste des plats. C'est ainsi que nous avons été repérés par celui que nous considérons comme père. Je me nourrissais avec cet argent. C'est comme ça que j'ai été récupéré par cette ONG. Mamadou Selou Diallo a fréquenté l'école. Faute de soutien, il a abandonné les études et a failli dérouter avant de reprendre une vie normale, mais loin de ses parents. Ce que j'ai fait actuellement là quand même, j'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, ça ne me suffit pas autrement, mais quand même, comme que je gagne mes petits besoins, ça aussi, ça m'apporte beaucoup de choses, parce que je ne vole pas, je ne triche pas, je n'aille pas pour demander quelqu'un pour mes besoins, ça aussi c'est beaucoup. Sekou Diallo a fondé une ONG dénommée Aide aux enfants déshérités de Guinée. De nos jours, il a réussi à les inscrire dans des métiers. Au-delà, une alphabétisation s'impose. La ministre des Touristes et l'Hôtellerie, elle aussi a pris tous ces enfants-là pour leur coranique là, ici le soir à 17h. C'est elle qui paye pour tous les enfants là-bas au coranique. Ça me reste, ce qui me reste à l'heure actuellement, ce qui me reste, c'est pour ces enfants-là, pour faire une hangar, pour ces enfants-là apprendre pour alphabétisation, pour parler français, écrire en français leur nom et leur... La direction générale du port autonome de Conakry, dans un exercice à double sens, séduire et tenter de justifier la concession du port conventionnel turc. Devant des médias invités, les responsables ont affirmé que le quai du port conventionnel est petit et manque de profondeur. Certains navires restent souvent en surstarie et le complexe manque d'équipement. Les autorités portuaires se débrouillent comme elles peuvent en attendant son agrandissement par Al-Bayrak. Reportage grand format signé Mamadou Saliouba, Ibrahima Souri Seng Souma, Fasciné Camara. Vu du ciel, le terminal conventionnel a l'air d'un port compétitif. Mais de près, c'est un port en souffrance et pas besoin d'aller loin pour le constater. Les autorités portuaires ont accepté de nous faire visiter ce poumon de l'économie guinéenne. Dès notre arrivée, première surprise. Des flaques d'eau, des fers rouillés en l'air, un quai victime du temps qui passe. N'oublions pas que c'est un quai qui a été construit dans les années 1953-54, qui a besoin donc de la, pas de toilettage, mais plutôt de la réhabilitation et de la modernisation avec le dragage d'entretien et le dragage d'approfondissement. Âgé de 65 ans, le terminal conventionnel a été réhabilité qu'une seule fois, en 1992. Depuis, aucune rénovation et les navires de 100 mètres qui pouvaient accueillir ce terminal deviennent de plus en plus rares. Aujourd'hui, le quai fait face à des grands bâtiments, à l'image de celui-ci qui mesure 190 mètres. Un monstre de mer qui exige plus de 12 mètres de profondeur, alors que notre quai n'en dispose que 8 mètres 50. Et comme vous le voyez sur la coque, il a un tirant d'eau d'été de 12 mètres. Ce qui veut dire que par rapport à la profondeur de ce quai, qui fait 8 mètres 50, s'il est bien chargé, ce navire il est chargé, il ne pourra pas être reçu ici. Conséquence, les autres ports de la sous-région raflent les marchés. Mais la plus grande conséquence se vérifie sur le panier de la ménagère. Le port étant petit, certains navires transportant de denrées alimentaires ne trouvent souvent pas de place pour accoster. Ils restent en surestarie et payent beaucoup plus que prévu. Un navire qui doit débarquer par exemple 25 000 tonnes en 2 semaines, qui a fait un contrat avec le chargeur, s'il arrive, au lieu de faire 2 semaines, il fait 3 mois ou 2 mois. Donc chaque jour supplémentaire, au-delà de 2 semaines, peut coûter au navire près de 15 000 $, jusqu'à 400 000 $. Et ça se répercute sur les prix à la consommation. Pour résoudre ce problème, la capitainerie a envisagé des fenêtres d'accostage. Mais ici, au terminal conventionnel, il n'y a pas qu'un problème de place ou de profondeur. Il y a aussi un manque d'équipement. Le port conventionnel n'a que 3 remorqueurs qui sont aussi de petite capacité. Les 2 premiers, Makona et Oliva, ont été acquis en 1984. Le 3e
c'est tout récemment, il y a plus de 5 ans, 6 ans. Mais les deux premiers sont âgés et aujourd'hui ils ne répondent pas aux demandes incessantes des opérateurs économiques, autrement dit des armateurs. Le port conventionnel avec plusieurs problèmes et des solutions que pourrait apporter Al-Bayrak, qui prévoit déjà des travaux d'extension et des équipements capables de faire du terminal conventionnel un port compétitif. La Guinée dispose enfin de sa première morgue privée. L'édifice situé dans la grande banlieue de la capitale se veut plus proche des populations pour assurer un bon traitement et la conservation des corps. Babou Kondé, Mohamed Aloussen Kamara. Financé à hauteur de près d'1 milliard de francs guinéens par la Banque islamique de Guinée, ce funérarium situé à Lambagny dans la banlieue de Conakry comporte 2 toilettes de lavage de corps d'hommes et femmes, une salle d'autopsie, un bureau, une chambre froide pour 6 corps et une autre salle pour les visiteurs. Aujourd'hui, on a un taux de mortalité anormalement très élevé dans notre pays et on a une capacité d'accueil réduite au niveau de nos morgues hospitalières. Donc cette morgue va répondre à ce besoin. Deuxième objectif, c'est rapprocher la morgue de la population. Parce que comme vous le savez, les 2 morgues se trouvent en ville et il n'y a presque pas de morgue en haute banlieue. Et la troisième et dernière raison, c'est la qualité. Vous avez des équipements de dernière génération, vous avez un personnel qui est qualifié. Tout corps humain a besoin d'une bonne conservation et un bon traitement avant d'être inhumé. L'initiative est bien accueillie par l'ensemble des visiteurs présents à cette cérémonie d'inauguration. On est tous à Conakry, vous savez, la difficulté d'accès à la ville. On peut parler de Donka, on peut parler d'Ignasdine. Quand il y a ces situations-là, nous attendons à ce qu'il continue l'œuvre parce que vous avez vu quand même c'est une œuvre extraordinaire et toutes les conditions sont remplies ici, les équipements sont là, tout est réuni, toutes les conditions sont là pour que le corps, pour qu'il soit bien gardé jusqu'à ce que les parents et amis soient prêts pour l'inhumation. Cette morgue privée, par sa proximité, va sans doute permettre à plus de corps d'accéder facilement aux services de qualité pour une bonne conservation et un bon traitement. Lancement ce samedi du campus universitaire Senghor de Guinée. Il a pour objectif renforcer la capacité professionnelle des cadres guinéens dans les filières de management de projets internationaux, pilotage et évaluation des politiques publiques et autres. Ce campus est une filiale campus universitaire d'Alexandrie en Égypte et est installé dans 10 pays en Afrique et dans le monde. C'était un public reportage signé Alseni Bari, Ibrahima Souri Kamara. Désormais, il n'est plus question de se rendre en Égypte ou au Sénégal pour bénéficier des formations offertes par l'université d'Alexandrie. Son campus est installé en Guinée pour le bonheur des cadres. Il est disponible pour les étudiants en Master 2. Pilotage et évaluation des politiques publiques, management de projets internationaux sont les programmes d'enseignement pour le moment. L'objectif, c'est de former des personnes compétentes dans la gestion de projets afin que dans les pays, ils arrivent à toucher du doigt l'essentiel de ce qui est à faire et comment le faire. Nous avons des gens qui sont instruits mais qui ne savent pas en finalité comment monter un projet, comment faire le suivi et l'évaluation d'un projet et comment faire une politique de management. C'est tout ce qu'on va enseigner maintenant aux gens en Guinée pour les permettre d'être à l'aise dans leur lieu d'emploi et peut-être même les pousser à autre aventure telle que celle du doctorat. Pour cette première promotion, 30 étudiants sont inscrits, 3 professeurs guinéens, des experts canadiens, ivoiriens et autres devraient piloter la formation. Une aubaine pour la Guinée dans son processus de développement économique. Nous nous réjouissons que cette formation soit délocalisée et que ça se fasse directement en République de Guinée avec la participation des enseignants de très haut niveau sur le plan international. Les cadres qui seront formés seront en mesure de répondre aux besoins socio-économiques de la Guinée et ils seront nos ambassadeurs pour diffuser la science et la technologie reçue auprès
des autres universités de la République de Guinée. La Guinée est le 10e pays au monde à bénéficier de ce campus. Au Sénégal, 3 ministres de Macky Sall sont issus de ce campus. Le coût de la formation est de 2800 € par an, payable en 3 tranches. Sport dans ce journal. Les rideaux sont tombés samedi dernier sur la 8e édition du championnat national de Ligue 1 féminin handball de Guinée qui s'est déroulé sur les installations sportives du gymnase d'handball au stade du 28 septembre. Sans surprise, c'est la formation de l'Union sportive de Guinée qui a raflé le trophée après sa victoire méritée sur le score de 26-17 face à l'Olympique de Conakry. Moussa Kamposouma, Mohamed Bangoura nous en disent plus. Ce championnat Ligue 1 féminin, saison sportive 2017-2018, a regroupé les 8 meilleures équipes de la Guinée sous la houlette de la direction technique nationale de la Fédération guinéenne de handball. Après une semaine de lutte, les filles de l'Union sportive de Guinée sont sacrées championnes face à l'Olympique de Conakry après leur succès 26-17. C'est une équipe qui n'est pas du tout mal, qui joue très bien. Mais grâce à notre organisation, on a pu gérer le match et on a remporté le trophée. On était venus ici déterminés pour être victorieuses, mais le terrain a décidé autrement. Pratiqué majoritairement par des scolaires, toutes les équipes qui ont pris part à ce championnat sont réparties avec leur lot de fournitures scolaires, de même que les encadreurs, une manière d'accompagner les filles et les encourager à poursuivre leurs études. Nous essayons de pousser les handballeurs et les handballeuses à aller à l'école et à apprendre, qui va aider à notre fédération de se évoluer. Le handball, c'est une discipline. Si vous ne partez pas à l'école, vous n'êtes pas instruit, il est très difficile de comprendre comment ce jeu est tellement important. Cette finale a connu la présence du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique, Sanoussi Bantamasso, et du président du Comité national olympique et sportif de Guinée, Maître Nabi Kamara. Voir toutes ces jeunes filles ici avec des t-shirts et des casquettes, et aussi avec des sacs pour leur permettre d'aller à l'école, c'est ce que nous recherchons. Et ce n'est pas simplement jouer au handball, mais c'est surtout lier l'école au sport. Après cette compétition, voici le classement général du championnat national Ligue 1 handball féminin saison 2018. Premier, Union sportive de Guinée. Deuxième, Olympique de Conakry. Troisième, Caïman Club de Kamsar. Quatrième, Espoir de Guinée. Cinquième, AS Mineur de Sangaredi. Sixième, Horea de Conakry. Septième, Tout Puissant de Guinée. Et Fria ferme la manche. Le prix de la meilleure joueuse a été attribué à Bintou Olare de l'équipe Union sportive de Guinée. Grâce à cette distinction, sa prise en charge scolaire sera assurée par la Fédération guinéenne de handball. Voilà donc ce qui concentrait l'actualité nationale. À présent, l'actualité africaine et internationale dans ce 22h. Au Mali, les initiatives citoyennes continuent pour la reprise des travaux dans les cours et tribunaux du pays. Après la rencontre des leaders religieux du groupement spirituel, un citoyen du nom de Mamadou Fofana a fait une marche solitaire sur la primature ce lundi 1er octobre 2018. Militant des droits humains, Mamadou Fofana sollicite l'implication personnelle du Premier ministre pour l'arrêt immédiat de la grève des enseignants. Reportage Brima Soboga, Lulamadi Baté. C'est un cri de cœur d'un citoyen malien pour la satisfaction de la plateforme revendicative des magistrats. M. Fofana estime que son action est purement volontaire et n'a d'autre but que l'accès des services judiciaires aux citoyens. Je voudrais juste me rendre à la primature pour demander au Premier ministre de fournir des efforts, de tout faire, de tout mettre en œuvre. D'ailleurs, je m'adresse à tous les deux partis, le magistrat et le gouvernement, de tout faire pour avoir une solution immédiate à la grève illimitée des magistrats. Dès la bout du travail, à la primature, en passant par le monument de l'indépendance, M. Fofana n'a cessé d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur le bien fondé de son initiative. Et le choix de la primature n'est pas fortuit. Bon, j'ai décidé de me rendre à la primature parce que je sais qui est le Premier ministre. Je me dis peut-être en m'adressant directement à lui, ça peut avoir une solution tout de suite. C'est pas parce que je ne fais pas confiance au ministre de la Justice ou je... Non. Je me dis en tant que chef de gouvernement, il peut avoir une solution même avec le président de la République, avec le parti, les deux bureaux syndicaux de la magistrature,
Et quand il les appelle, il pourra avoir une solution. C'est à 10h30 que Mohamed Fofana est arrivé à la primature. Même si ce dernier n'a pas été reçu par le Premier ministre, il s'est dit quand même satisfait de l'initiative. En sorte sur l'argument que le PM est sorti, qui n'est pas sur place. Donc la sécurité trouve qu'il n'est plus intéressant d'avancer. Je les ai envoyé 2 lettres qui n'ont pas été répondues. Donc, selon la loi malienne, quand tu déclares déjà ta marche, elle est autorisée, même si on ne te répond pas. Je retourne confiant, parce que je sais que quand les messages vont passer, il y aura une solution à cette crise. De tous bords, de tous les 2 côtés. Les pieds dans la boue et la chemise trempée par la pluie, Emmanuel Macron s'offre un long bain de foule à Quartier d'Orléans, l'un des plus pauvres de Saint-Martin, au contact d'une population impatiente et en colère 1 an après le passage d'Irma. Suivez. Bonjour madame. Rebonjour. Hein, on s'est vu là, vous avez bougé. Ben pour moi, je ne sais pas pourquoi il est venu, parce que rien n'a été bousculé, comme il a dit, que les choses vont commencer, on va bousculer. Il n'y a rien qui a été bousculé à Saint-Martin, sauf que les Saint-Martinois ont été bousculés. Je vais mettre la pression parce qu'on met beaucoup d'argent. L'État, depuis 1 an, a mis 500 millions d'euros pour accompagner la collectivité. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Et donc, je veux qu'on accélère les travaux. Par exemple, les écoles, elles n'ont pas réouvert toutes et pas suffisamment vite parce que les travaux n'ont pas été faits suffisamment vite et on a préféré faire des travaux ailleurs. C'est pas acceptable. C'est inacceptable ce qu'on voit là. Je vous le dis franchement. Vous le voyez, il y a des bailleurs sociaux ici, il y a des grands acteurs économiques, la Seine-Samar, qui a ses bâtiments, qui louent 500, 600 euros par chambre, je viens de les voir. Depuis 1 an, les toits n'ont pas été faits. Ça, c'est pas acceptable. Or, ce sont des sociétés qui continuent de faire payer les loyers et ce sont des sociétés qui ont beaucoup d'argent et qui en ont eu beaucoup par le passé. Ça va ? Voilà, merci aux téléspectateurs qui nous suivent à Beila grâce à Espace TV. C'est la fin donc de ce journal. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à retrouver sur notre site espacetvguinée.info. À toutes et à tous, excellente soirée à notre compagnie. Je vous retrouve demain pour d'autres infos.